بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. On remercie énormément la sœur Jamila pour son intervention. Donc on va passer la parole à Maître Debelle. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation. J'ai quelques habitudes, pas avec vous à Besançon, mais fidèlement. Je travaille avec Abdelaziz depuis quelques années. Et chaque fois qu'on voit, c'est le même plaisir, tellement on est content de voir qu'il y a des choses à faire et qu'on y arrive petit à petit. Voilà. Donc le climat actuellement, il est quand même un peu compliqué. Et je pense qu'autrement, on ne serait peut-être pas là. Mais on voit tout à fait les pistes de progrès qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que nous rappeler, comme fait Jamila, d'où on vient, et qu'il y a des forces très profondes derrière les mouvements actuels, c'est tout à fait intéressant. Et c'est des réflexions qu'il faut poursuivre. Voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu les conditions dans lesquelles le CRI peut conduire des actions juridiques, je vais vous donner vraiment des données très pratiques avec des expériences sur des procédures. Il y a juste quand même à planter un petit peu le décor avec deux remarques principales. La première remarque, c'est que c'est très intéressant que la population musulmane, les communautés musulmanes, la communauté musulmane, comme on voudra, se préoccupe de la question juridique parce que historiquement le droit n'est pas lié à la justice, mais il est lié à faire régner l'ordre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est les droits de l'homme, l'égalité, etc., etc. Et puis dans la réalité, il s'agit d'appliquer l'ordre, et donc il y a la force armée, la puissance militaire. Et puis, on continue avec un outil juridique qui est un outil juridique violent. Voilà. Donc, quand par exemple on proclame le droit de propriété, on est tous attentifs à être propriétaire, enfin à ce que notre propriété soit respectée, mais tel qu'il est conçu à l'époque, c'est la propriété pour protéger ceux qui l'ont et pour éliminer ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc le droit, encore une fois, c'est une démarche qui est intéressante de l'utiliser, qui n'est pas évidente, j'en suis tout à fait convaincu, parce qu'outre ces aspects techniques, le droit a toujours été un instrument d'asservissement. Voilà. Et il s'agit maintenant de concevoir qu'on ne fait plus, je ne vous passe ces détails juridiques, mais disons que partant de ce constat, on ne fait plus maintenant des procès simplement pour les perdre et montrer qu'il y a de l'injustice. Chose qui a pu être le cas pendant quelques temps. Je pense notamment aux plaidoiries de Vergès pendant la guerre d'Algérie. Il n'y avait absolument rien à attendre du juge, donc la seule chose était de perdre le procès, de dire regardez où vous en êtes, vous n'êtes pas des juges, vous êtes des tortionnaires vous-même. Mais maintenant, on a les outils pour marquer des points. Voilà. Alors c'est compliqué, il faut être patient, on va voir un petit peu comment s'organiser, mais je suis là pour vous donner le message très clair, c'est qu'on n'est pas tombé de la dernière pluie. Donc on sait que le droit est un instrument de domination. On voit d'ailleurs comment est faite l'Assemblée nationale, qui vote encore il y a 4 jours leur loi sur la soi-disant laïcité dans les crèches et tout ce genre de salade. Donc ils utilisent le pouvoir pour faire passer, ils profitent, ils abusent de la majorité pour faire passer des lois qui sont là pour asservir une minorité, la nôtre, c'est-à-dire pour eux, c'est un peu, ces communautés, je sais pas, c'est arabo-musulman, ils confondent tout. Alors, avant ils pouvaient dire arabe, il y avait le racisme anti-arabe, alors ça c'était Le Pen dans sa jeunesse, dans sa fierté, et puis après ça n'allait pas parce que anti-arabe c'est quand même vraiment raciste, quoi. Donc c'est un problème, alors ils ont trouvé l'islam, alors c'est vraiment bien parce que vous êtes tous mes amis, mais le problème c'est que tu as cette religion et tu ne seras jamais comme moi, voilà, et donc ensuite on mélange tout, et on retrouve même les Antillais, on leur colle un imam, alors ils
France. Et, voilà. Donc il y a beaucoup d'approximations pour tenir ce rapport de force, et nous, on doit essayer à agir avec beaucoup de volonté, parce qu'on sait la puissance du rapport de force. Il ne s'agit pas simplement de faire d'appliquer le droit, mais il faut vraiment le construire. C'est un rapport de force qui est à combattre, mais en même temps, on est là pour vous dire, bien organisé, on marque des points. Et ici, en France, un peu plus loin, et on trouve nombre de cas. Je veux simplement vous citer deux choses, pour vous dire que même si c'est compliqué, il faut partir sur des bonnes bases et qu'on tient. On a démarré avec Abdelaziz une plainte pour la Palestine, c'était en janvier 2009, quand il y avait l'opération militaire de plomb durci sur Gaza, où il y a eu 1600 morts, et je rappelle 251 morts sur la première attaque, vu que c'est une attaque où les avions étaient partis à 11h30, d'Israël pour arriver à 11h35 à Gaza, où c'est la sortie des écoles, c'était pour faire le massacre des enfants. Voilà. Et donc on a engagé une procédure, vu qu'il y avait la question de faire des pétitions, et on a dit non, les pétitions, c'est bon, maintenant il y a une cour, qui s'appelle la Cour pénale internationale, c'est un outil qui est faible, c'est un outil qui ne nous plaît pas, il a des défauts, il est critiqué de partout, mais il existe, et notre devoir, c'est d'avancer là-dessus. Voilà. Donc au début, on va dire qu'on était quand même plus que minoritaire. Il y a eu beaucoup de difficultés. On a surtout trouvé contre nous, et je vous le dis parce qu'aujourd'hui on dit une vérité, autrement c'est pas la peine de venir à Besançon pour cela. On a trouvé comme principal obstacle toutes sortes d'associations qualifiées droits de l'homme qui sont uniquement là pour conforter l'ordre établi. Donc s'il y a besoin, je donnerai des noms, mais tout le monde est en conduite sur leur passage. C'est-à-dire que ces associations qui se prétendent droits de l'homme sont uniquement faites pour faire des protestations minimales qui rendent acceptable la violence d'État. Voilà. Et elles n'ont aucune volonté de faire avancer le progrès pour quoi que ce soit. Et elles nous cassent la tête depuis des années et des années. Et j'espère qu'on pourra un jour attaquer en liquidation judiciaire la Ligue des droits de l'homme, qui est uniquement asservie à nous faire accepter la violence d'État et qui a toujours renoncé de faire des procès efficaces, ce qui fait que ça arrive à décourager les gens. Donc ça, c'est un problème absolument sérieux. On combat cela. Depuis le premier jour sur la Palestine et cette affaire de 2009, notre principal obstacle, c'est la Ligue des droits de l'homme. Et il y a des témoins pour cela lors d'une réunion fameuse qui s'est tenue à la délégation de la Palestine, où ils ont dit on ne soutiendra pas cette plainte, la CPI elle n'est pas faite pour Israël, elle est faite pour qui? Elle est faite pour les Africains, voilà. Et bien sûr, alors c'est bon, on nous prenne pour des héros tout le temps. Voilà. Donc nous on avance. Et on est maintenant en 2015. Jamais, les amis, on a été si proche de faire reconnaître le droit des Palestiniens devant la Cour pénale internationale. On a énormément avancé. Il y a actuellement, on peut dire, un consensus en Palestine. Cette action qui était minoritaire, parce que c'est sûr que quand vous êtes palestinien à Hébron ou à Gaza, et qu'on vous dit qu'il y a une Cour pénale internationale, c'est gentil, fiche-moi là, oui, d'accord. Et ils écoutent, et ils disent, et on a énormément travaillé avec les avocats, travaillé avec certains dirigeants politiques, travaillé avec des grandes associations, des associations de femmes, etc. Et convaincu que finalement, s'il y a un crime, la justice doit répondre, et que le devoir des Palestiniens, c'est dans ce sens que m'avait vraiment posé la question le procureur général de Gaza. Quand j'avais pu aller à Gaza, il m'avait dit on ne vous demande pas ceci ou cela, vous n'êtes pas des politiques, on vous demande d'être meilleur juriste que les autres, d'être meilleur juriste que les États-Unis, parce que lui voyait très bien que le problème, c'est pas Israël, c'est les États-Unis. Vous devez être meilleur qu'eux, plus créatif, plus inventif, plus décidé. On a essayé de le faire. Et sur le dossier du Mavi Marmara, que maintenant plus personne n'entend parler, mais ça c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'au point de vue médiatique, c'est absolument 0, 0, 0 de partout, mais ça on s'en passe, on ne peut pas faire. Quand on aura les moyens, quand on aura le Qatar, au lieu de financer les joueurs de foot, nous donnera simplement le millième pour qu'on puisse financer un média très grand. Parce que là aussi, ça commence au bout d'un moment à bien faire, hein, voilà. Et le marché de la charité organisée, qu'est-ce qu'ils font pour protéger les biens des Palestiniens? La solidarité des responsables arabes. Moi, je ne suis pas arabe, hein, ça se voit à peu près. Mais quand même, je peux faire quelques remarques. C'est la première fois qu'il y a une unité du monde arabe, c'est pour aller taper sur d'autres au Yémen. Mais il n'y a que moi qui ne l'ai pas vu. Alors, quand même.
C'est vraiment, voilà, on est face à des événements lourds, mais on n'a pas de communication. Le procès du Mavi Marmara a très bien augmenté, il a très bien avancé devant la Cour pénale internationale, grâce aux familles turques qui ont accepté le raisonnement et qui ont porté l'affaire à la CPI, grâce à ce grand pays colonisé par la France, qui est les Comores, vu qu'à Mayotte, la France est puissante occupante comme Israël l'est en Palestine. Regardez les résolutions de l'ONU, la France n'a rien à faire à Mayotte, elle est puissance occupante. Il faudra qu'elle rende cette terre qui ne lui appartient pas et qu'elle arrête de rejeter à la mer les Comoriens qui viennent sur la terre de leurs grands-parents et qui sont rejetés comme des malpropres. Ça fait une expulsion quand on donne les statistiques des expulsions. Il y en a, on vous donne des chiffres, c'est 20 000. Quand on vous donne un chiffre 20 000 expulsions en France, il y en a 10 000 qui correspondent à Mayotte. Et à Mayotte, c'est des Comoriens qui viennent sur leur terre qui sont rejetés. Les Comores ont résisté à tout. On déposait, parce que le bateau, le fameux bateau, il appartenait, le fameux bateau, il était sous pavillon comorien, donc compétence des Comores. Et vu que c'est compétence des Comores, les Comores ont ratifié le traité de la Cour pénale internationale. Les Comores se sont laissés convaincre. Grand pays, c'est-à-dire petit, faible, mais courageux, parce qu'il a une conscience. Les Comores ont déposé plainte à la Cour pénale internationale. Dans tous ces grands pays, droits de l'homme, et ci, et ça, Obama, ceci, il n'y en a pas un qui est capable de le faire. Et les Comores, ce petit État, qui risque les coups d'État à tout moment, les trafics, etc., dit non. Il y a l'injustice, il faut aller à la Cour pénale internationale. Le procureur a étudié le cas, elle a une marge de manœuvre assez réduite, parce que c'est un État qui porte plainte, et la procureure dit Israël a violé le droit international. L'armée n'a aucun droit d'attaquer un bateau dans la mer. Donc il y a une violation du droit et ce sont des crimes qui rentrent dans la compétence de la Cour. Et la procureure, on essaie de discuter avec elle bien mieux que celui qu'elle a auparavant, je vais simplement dire ça, qui était un DSK finalement. Oui, c'était un DSK au Campo. Elle dit, mais il n'y a eu que 9 morts et par rapport à la Cour qui doit se prononcer sur les crimes de masse et les affaires les plus graves, c'est un dossier que moi je ne peux pas prendre parce que voilà. Et elle dit ça, cette décision. Et les Comores encore ont fait appel. C'est-à-dire que quand vous faites la CPI, je ne vais pas vous faire le cours, mais vous avez le procureur d'un côté et vous avez la cour d'appel de l'autre, la cour. Et un procureur et les juges, c'est pas la même chose. Chers amis, pour la première fois, le dossier de Mavi Marmara va se trouver devant les juges de la Cour pénale internationale. Et il va être statué à l'initiative des Comores, est-ce que le dossier est assez grave ou non. Et comme on a de très bonnes relations entre nous, même si on ne peut pas aller le chapeauter, le chanter ici et là, on a pu s'organiser en disant que si il faut qu'on change l'analyse de la Cour, en disant que si le bateau est attaqué, c'est pas simplement parce que c'est des militants qui sont sur le bateau, c'est parce qu'ils veulent aller à Gaza. Et donc que l'attaque du bateau, elle est indissociable du blocus. Et donc j'ai obtenu, grâce au réseau et à ce long travail de conviction, le mandat du syndicat des pêcheurs de Gaza, le mandat de 450 habitants de Gaza et des familles, en disant mais nous aussi on est victimes de l'attaque, parce qu'on attendait des bateaux qui nous apportent des choses et qui changent le cours des choses. Et on devrait pouvoir intervenir devant la Cour d'ici le 14 juin. Donc c'est un travail qui est long, vous voyez, mais je pense qu'il y a actuellement, je ne vous l'aurais pas dit il y a 3 mois, parce qu'il faut faire attention avec les nouvelles, mais je pense qu'il y a actuellement une véritable possibilité pour faire ouvrir une procédure sur le blocus de Gaza devant la Cour pénale internationale, et on le fait avec les habitants de Gaza, c'est-à-dire que le père Abbas, il est dans son coin, il ne regarde pas passer le train. Voilà. Parce que lui aussi... Voilà une action qui avance, compliquée mais qui avance. Je vous en donne une autre plus rapidement, mais pour vous dire qu'il n'y a pas que les causes arabo-musulmanes. Ça concerne la Guadeloupe. Et les premiers habitants de la Guadeloupe qui étaient les Amérindiens, qui ont été massacrés par les colonialistes français. En Martinique, plus personne. En Guadeloupe, à la fin, il en restait juste quelques hommes. Alors ils ont fait un traité en disant on arrête de te massacrer, et puis les gars, ils sont allés sur l'île de la Dominique, qui est maintenant un État indépendant, où on est passé les voir, il y a une réserve d'Indiens, effectivement, voilà. Et ensuite, ils se sont appropriés les terres, comme si c'était propriété privée, voilà, ça appartenait à monsieur un tel, Là-dessus vient l'économie, vu que c'est toujours l'argent qui les intéresse, et donc l'exploitation agricole des Antilles, et on fait venir en masse
les esclaves, qui sont considérés par le droit comme des choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'état civil, ils sont enregistrés comme une voiture, si vous voulez, mais ils n'ont pas d'état civil, ils ont un code spécial, ce qu'on appelle le code noir. Voilà. La France garde l'esclavagisme, du moins le fait tomber en 94, parce qu'elle était un peu obligée. Bref, Bonaparte, qui a son nom dans toutes les villes, rétablit l'esclavagisme en prison. Il faut commencer par les choses sérieuses, faisons le ménage chez nous. Ça, c'est pas une cause arabo-musulmane compliquée avec le terrorisme et tout l'isme. Ça, c'est très très simple. Voilà, Bonaparte a rétabli l'esclavagisme. La Révolution, en 48, le lève, l'esclavagisme, mais elle fait un système très français qui ensuite va vous intéresser, parce que c'est ce qui fait toute la colonisation du monde arabe, africain et en Inde, qui est de dire que le modèle esclavagiste tel qu'il existait, il est économiquement plus pertinent. Donc il y a cette phrase de Schœlcher, qui est considéré comme le grand divin républicain, etc., qui dit « c'est pour sauver les maîtres qu'on a libéré les esclaves. Autrement, il y aurait eu la révolution, ils auraient tout pris. » Et donc la loi va indemniser les propriétaires d'esclaves, comme quelqu'un qui a perdu son bien, et les esclaves qui étaient les victimes du crime n'ont droit à aucune indemnisation, en disant que de toute façon c'est le meilleur moyen pour qu'ils continuent à travailler. Ce système est resté jusqu'à ce jour, et quand vous allez en Guadeloupe, vous découvrez que tous les agriculteurs, ou presque, sont locataires de terres qui appartiennent encore aux descendants d'esclaves. Voilà. On a fait un travail depuis 3 ans avec eux, on a engagé le procès il y a 15 jours, on va plaider devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, je pense en juin, peut-être en septembre, une question de constitutionnalité en posant au juge la question de cette loi française qui a prévu d'indemniser l'esclavagiste et de ne pas indemniser la victime, et qui a fait, il ne faut pas dire c'est le roi, etc., c'est la loi française qui a fait une indemnisation sur la base de la valeur marchande des esclaves. Un esclave valait tant, il n'avait pas le même prix s'il était à la Réunion, etc. Ceci pour vous dire qu'il faut qu'on puisse faire ici, en France, à Besançon et ailleurs, ce qu'elle va faire les Palestiniens de Gaza et les Kalinas, qui sont les Indiens de la Dominique. Donc on se saisit de ses droits, c'est compliqué, on s'organise, on avance, et puis on va pouvoir progresser avec beaucoup de méthodes. Sur les notions juridiques, elles sont toutes établies et connues, notamment parce qu'on a maintenant de très fortes références en droit international. Donc qu'est-ce que c'est que la liberté de religion? Est-ce que la liberté de religion vous autorise à avoir la barbe et à monter dans le bus, à avoir une jupe trop longue, à porter le foulard à l'université, etc. On a beaucoup de références de droit international sur ce plan. Je ne développe pas. Donc on sait ce qu'est le droit. Le problème, très clairement, c'est que la France actuellement est en pleine dérive. En pleine dérive. Et je pourrais le développer, tout le monde le voit. Donc je ne vais rien vous apprendre de plus. Mais je vous donne simplement deux données de jurisprudence. En 1972, on a le cas on appliquait le droit correctement encore, la dérive n'avait pas commencé. C'est un professeur de l'éducation nationale qui demande 2 ans de disponibilité, c'est son droit. Quand il revient 2 ans après, il dit à l'administration, eh ben voilà, je suis allé au séminaire pendant 2 ans, maintenant je suis prêtre, j'ai reçu l'ordination et je vais reprendre mon cours. Et donc se pose le problème de savoir si on peut reprendre à l'effectif quelqu'un qui est un prêtre, comme enseignant dans l'éducation nationale. Et donc on est allé saisir le Conseil d'État, et le Conseil d'État rend un avis de 1972, en disant mais le fait qu'il ait une religion, c'est pas un problème, la seule chose qui compte, c'est la neutralité de son enseignement. Donc qu'est-ce qu'il enseigne? Je crois qu'il enseignait les mathématiques, donc où est le problème? Et donc le prêtre a pu prendre son travail. Je ne vous parle pas de la Belgique, de la Suisse ou d'un autre pays, je vous parle d'une autre, mais en 1972. Et vous avez un autre arrêt qui est aussi excellent, parce qu'il est encore plus récent, il doit dater de 2002, de 2003, il concerne une congrégation religieuse de sœurs catholiques, qui avait une concession qui assurait un service social dans une grande prison de la région parisienne. Donc là, on est, vous voyez, zone sensible, hein, parce que c'est pas les loisirs, le football, ou c'est le service, et on s'adresse à une population fragile, et c'est le service social aux détenus, qui n'est pas exercé par l'État, qui est exercé par des sœurs. Voilà. Et l'administration pénitentiaire, elle voit le boulot des sœurs, elle dit vraiment c'est top, quoi. Et donc elle est un peu gênée, elle se dit il faudrait que je puisse leur donner un petit peu de sous.
Sauf qu'elle dit, c'est le sacerdoce, il ne faut pas nous payer. Alors ils inventent une prime, qui était une prime de je ne sais pas trop quoi. Et donc FO pénitentiaire attaque devant le Conseil d'État cette prime, en disant, mais c'est le service public qui est en train de rémunérer des sœurs qui assurent le service public, voilà. Et la ministre de la Justice à l'époque, c'est Guigaud, qui fait un mémoire en disant, mais peu importe qu'elles soient en tenue religieuse, peu importe qu'on les appelle ma sœur, hein, la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'elles sont neutres dans ce qu'elles font. Or, elles exercent depuis 20 ans ce service auprès des détenus, elles le font très bien, et jamais il y a eu de critique, et le Conseil d'État va valider cette analyse. Et les sœurs vont pouvoir toucher leur prime et rester en fonction telle que c'était. Si par contre on voyait qu'à l'occasion de leur service social, les sœurs glissaient une Bible de temps en temps, elles les encourageaient à ceci, donc faisaient un prosélytisme actif, à ce moment-là, elles pouvaient être virées, c'est tout à fait logique. Donc la tradition juridique en France, elle est celle-là. Et si ces choses vous intéressent, je vous donne toutes les références que vous trouverez. Juste un mot sur un dernier élément qui montre la tradition juridique, c'est les débuts du foulard. Les débuts du foulard, il y a un avis du Conseil d'État, 89, qui dit, mais c'est de la liberté des personnes. Si par contre elles manquent des cours, si c'est à cause de troubles dans le lycée, si elles font du prosélytisme actif auprès des autres élèves, bon, à ce moment-là, vous prenez des mesures disciplinaires comme vous le feriez pour tout le monde. Mais on n'a aucune tradition, aucune possibilité en droit pour interdire, exclure de l'enseignement public une jeune fille parce qu'elle a un vêtement ou un autre. Donc ça, c'est pas vieux, c'est bon. Et depuis 15 ans, tout a basculé. Voilà, donc il faut résister à cela parce que ce sont des données vraiment circonstancielles, un raidissement de la société française, mais vous savez, dès que vous voyagez, les gens vous disent qu'est-ce que vous faites. Enfin, on a fait l'autre jour une réunion très internationale, c'était à Beyrouth. Et c'était l'histoire de la jupe qui était là. Alors, tout le monde me tombait dessus en disant qu'est-ce que tu as fait? Ben, je ne suis pas le ministre, moi. Donc les gens ne comprennent pas. Mais ils disent mais c'est quoi? Elle achète sa jupe chez Kiabi et puis elle ne peut pas les virer de l'école. Ils ne comprennent pas. Ils sont en train de devenir dingue. Voilà. Alors l'un des éléments qui est extrêmement marquant sur ce plan, c'est que sur la question de la loi de 2004, est-ce que cette loi elle est conforme au droit? Tout le monde dit oui c'est ça, et même les musulmans, il n'y a plus beaucoup d'instances pour critiquer cette loi. Entre amis, je vous dis ça. Alors que la France a été condamnée par la plus grande juridiction internationale qui s'appelle le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a dit que, et c'est en décembre 2012, qui en décembre 2012 dit que, ça concernait des sikhs, dit qu'on ne peut pas en fonction de cette loi, éliminer quelqu'un de l'enseignement public au seul motif qu'il porte un signe religieux. La France, elle a ratifié le traité qui permet de mettre en place ce comité, qui n'est pas le Conseil des droits de l'homme, c'est un vrai comité, c'est une vraie procédure, c'est pratiquement des juges. Donc elle a signé un accord comme quoi elle s'engage à respecter, elle avait 6 mois pour le faire, et elle ne l'a pas fait. Et vous voyez tout le monde en vous disant ce qu'il faut, c'est élargir la loi de 2004, il faut la renforcer, il faut ceci, notre excellente loi de 2004, mais ils sont en train de se marginaliser. Donc on attend que l'occasion se prête pour que le procès nous permette de faire sanctionner cet arrêt, cette décision de 2004 du comité des droits de l'homme dans une procédure, mais nous ne perdons pas la tête. C'est-à-dire que quand vous vous dites en vous-même, mais c'est quand même injuste que cette jeune fille qui est très bonne élève, qui est sympathique avec tout le monde, soit virée de l'enseignement public, simplement. Quand vous vous dites ça, vous raisonnez bien. Et ensuite, vous avez une loi qui abuse de son pouvoir. Mais en l'état actuel, vous devez être convaincu, et en tout cas les réunions s'est fait pour faire passer des informations, que cette loi de 2004, elle est contraire au droit international. Le rapporteur de l'ONU a demandé à la France de changer la loi, et la France a dit, moi je suis membre du Conseil de sécurité, donc je ferai ce que je voudrais. En gros, c'est ça. Ça tiendra, mais ce sont des positions permanentes. Pour le moment, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les relais, ils ont les médias, ils ont tout ça, donc ils peuvent imposer cette situation et vous endoctriner l'opinion tous les jours en disant la loi de 2004, on va la renforcer, on va faire ci, on va faire ça, on va faire. Mais en nous-mêmes, on sait très bien que tôt ou tard, ça je vous le dis, mais clairement, aussi clairement que je pouvais dire qu'on arriverait à ouvrir le ciel à ces pays, tôt ou tard, la France devra revenir sur la loi de 2004. C'est obligatoire. Ça prendra le temps que ça prend. Si les associations musulmanes font remonter les dossiers, s'organisent et qu'on a les moyens pour travailler, on y arrivera encore mieux. En l'état actuel, on a tous les moyens pour faire tomber cette loi et dire simplement
la France, à mon pays, à notre pays, de dire mais reviens à ta tradition juridique, reviens dans le moule commun. Qu'est-ce que c'est que ce délire qui est de vouloir fracasser? Alors règle ton problème social avec les banlieues, règle ton problème historique avec l'Algérie, règle tous les problèmes économiques et sociaux que tu peux avoir, mais arrête de faire du consensus complètement artificiel sur une religion, et puis peut-être aussi, et ça on en a souvent parlé avec des racistes, moi je crois que c'est le problème principal, cher pays, progresse dans ta réflexion religieuse, parce que je pense que, et ça je vois notamment ça par rapport à des scènes de quasi hystérie que je vois au tribunal, où on plaide des affaires pour les musulmans, mais des affaires simples des fois. Et on a des réactions de la part des juges, mais pourtant les juges ils voient tout passer. Le gosse il a violé les machins, l'autre il a détourné des milliards, il a dit moi j'ai un petit truc, de se marier, le foulard, c'est tout, ça part dans tous les sens. Alors je me dis quel est le motif de tout ça? Le motif de tout ça c'est qu'ils se disent, les musulmans ils ont une spiritualité, ils ont réglé beaucoup de choses dans leur tête. Et que moi, je crois que c'est le problème principal. La société française, massivement, n'a pas réglé le problème de sa spiritualité. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment... qui est la grande violence, à mon avis, elle tient là. Elle a des réflexes économiques, sociaux, etc. Mais ce volet ici joue beaucoup parce que, en fait, on a vécu, après ce qui a été évoqué tout à l'heure, cette grande montée du catholicisme et puis une certaine rechute. Mais cette rechute a fait que les églises, il y a moins de monde, mais en bout de course, où en sont les Français avec la spiritualité? Les Français catholiques, il y a un doute, parce qu'on n'y est pas, puis quand même, les funérailles, on y va, les grands événements, ici, et à côté, on voit des gens mènent leur vie, ils sont avec les dames du quartier, ils sont chez eux, ils font la prière, ils respectent beaucoup de choses, et cette question de la spiritualité, je crois, est tout à fait centrale. Alors, pour avancer et conclure sur l'organisation des procédures, parce qu'il faut les faire. Donc, je vous donne vraiment des consignes simples dont on pourra reparler. Mais il est clair qu'on est sur un terrain hostile et il faut donc s'organiser pour un véritable affrontement. On a passé l'affaire la semaine dernière là, de Ménard. Ménard, on utilise une procédure qui n'est pas si mal que ça. On a réussi à faire juger le cas en 48 heures. Toute la presse dit, le CRI a perdu son procès. Effectivement, la requête, elle est rejetée. Mais ensuite, il faut lire la décision de justice. Dans la décision de justice, prête à l'initiative du CRI, le président du tribunal administratif de Montpellier dit en toutes lettres qu'il y a eu de la part de Ménard, en faisant ce travail sur les fichiers, une violation grave et manifestement illégale des libertés fondamentales. Et pourquoi est-ce que Ménard n'est pas condamné? C'est simplement parce qu'il a envoyé son avocat à l'audience qui a dit « Ah mais je ne ferai plus ». Voilà. Alors le juge dit « Bon ben, c'est un maire, s'il dit qu'il ne fait plus, on va penser qu'il ne fait plus. Donc je ne vais pas prendre une mesure préventive, vu que le référé, c'est des mesures préventives. » Mais l'ordonnance, elle doit circuler, il est dit noir sur blanc que, ce qu'a fait Ménard, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a pas de fichier, c'est pas le critère, c'est du moment où il y a un traitement individuel de données, c'est une atteinte grave et discriminatoire, dit le juge des référés, aux libertés religieuses. C'est jugé, ça, c'est jugé. Donc on va poursuivre par une procédure au fond, et j'ai écrit au procureur, en disant que le procureur s'occupe de faire appliquer la loi, on fera par une citation directe. Donc on a eu une décision de justice qui, vue de loin, est en rejet, mais qui, vue de près, est la condamnation de ce qu'a fait Ménard par le président du tribunal de Montpellier. Donc là, quand on fera la procédure au fond, on n'en est plus à prendre des mesures de sauvegarde, on est à faire condamner. Donc je vous dis très clairement, on se retrouvera dans 1 an, dans 2 ans, quand vous voudrez, je reviendrai avec le jugement qui a condamné Ménard. Voilà. Je vous dis que c'est un petit peu compliqué, je vous raconte juste l'anecdote parce que c'est comme ça, c'est un affrontement. Donc on a quand même réussi à faire un certain résultat. Je pense que le juge, il aurait pu dire, on lui met même une petite astreinte de bon, peu importe. Au début d'audience, on commence à plaider l'affaire. Je vois une espèce de brouhaha on est dans la salle d'audience là,
Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y avait une jeune femme musulmane qui portait un joli foulard plein de couleurs comme le vôtre, madame, et qui rentrait dans la salle, tout simplement. Alors le greffier voit ça, ça y est, des espions, c'est qui nous arrive, c'est terroriste. Alors que dit une note au président, et donc le président est en train de nous écouter, il dit ça. Et bon, évidemment qu'elle rentre dans la salle comme elle veut, mais c'est pour vous dire quand même que le climat est plus que difficile, parce qu'on est au tribunal et on voit que simplement quand une femme vient s'asseoir dans la salle d'audience, ça fait une crise. Donc c'est un affrontement, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, d'autant plus que je vois des centres d'amitié, mais quand même, il y a un petit problème de division chez les musulmans. Alors je sais que c'est naturel, mais il faudrait quand même, au niveau des organisations, y veiller un petit peu, parce que ça devient un peu, c'est quand même problématique, toutes ces divisions chez les musulmans. Et également, je vois quand même aussi parfois des postures du CRCM, pour pas dire du CFCM, qu'il faudrait mieux qu'il n'y en ait pas, quoi. Hein, on s'enterrerait mieux. J'ai le cas, là, il y a un peu dans la région de Lyon, c'est une association qui a un projet de X temps pour acheter un terrain et construire une mosquée, tout simplement. Donc le terrain est à vendre, c'est pas cher parce qu'ils l'ont mis à côté de la déchetterie et ça fait du hasard, hein, c'est ainsi. Mais bref, il y a 84 000 €, ils disent bah, nous on paye, etc. Tout est bien, les gens sont contents, mais on va le terrain, on va faire un bâtiment, on va mettre un minaret dans la montée d'escalier, ça va être discret, tout va être bien. Et là-dessus, on reçoit une convocation à la préfecture, avec le petit CRCM qui est là, voilà, comme otage, comme, je sais pas, on va pas donner de nom, mais bon, voilà, c'est ça. Et qui dit, oui, mais tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est mieux si tu fais bail antibiotique, etc. Bail antibiotique veut dire que vous n'êtes jamais propriétaire. Donc, et il en demande 2 000 par an. Donc, on a calculé, même sur 20 ans, ça fait 45 000, la moitié du prix d'achat. Et donc, ils ne sont même pas sûrs d'avoir ensuite. Et c'est le CRCM qui revient en disant, mais c'est mieux. Donc, en fait, il faut mieux qu'ils soient pas là, si vous voulez, parce qu'ils servent de caution. Alors maintenant, ils sont fait manipuler par le maire et par la préfecture. Et cette association qui a l'argent, qui veut acheter le terrain, on aura bataille demain dans une réunion à la mairie à 18h pour dire mais on veut acheter, fichez-nous la paix, on n'a pas besoin de votre bail. Et franchement, on n'aurait pas le CFCM, ça irait mieux. Voilà. Alors, sur les petites modalités, tout simplement, je vous dis simplement 5 choses qui j'ai fini. Le premier point est soigner les statuts de vos associations. Et s'il y a besoin, il faut me les envoyer, à la clinique, que je leur fasse un scanner, parce que on voit que quand on veut démarrer le procès, on se trouve avec des statuts d'association qui ne vont pas. Voilà. Donc ça c'est basique, mais ayez quelques associations qui soient en ordre de bataille pour conduire une bataille juridique. Et ça, pour nous, c'est 5 minutes pour le faire, mais envoyez vos statuts, on vous fait les actes modificatifs. Je vous fais tout ce qu'il faut, et ensuite, quand il faut faire le procès, en 5 minutes, c'est parti. Alors qu'autrement, on a une bataille de X mois pour savoir si c'est recevable ou pas recevable. Premier point. Sur les statuts, le statut, est-ce qu'il prévoit l'action juridique ou non? Est-ce que le président, il faut que le président puisse agir en justice lui-même? Parce que s'il n'y a rien qui est prévu, il faut faire des assemblées générales. Et puis il faut un cahier de présence, enfin il y a un certain nombre de choses, mais c'est des choses simples que vraiment il faut cadrer, mais vous avez besoin de faire des procès, c'est logique, ayez des associations qui soient carrées là-dessus, après vous faites ce que vous voulez avec des associations. Bien sûr, le but social, tout à fait, les actions. Le deuxième point, dans les procédures, je développe encore une fois, mais dans les procédures, évitez ce qui est pénal, c'est-à-dire porter plainte auprès du procureur, parce que le procureur, en l'état actuel, le procureur c'est un magistrat, mais qui est quand même sous hiérarchie du ministre de la Justice. Et en l'état actuel, ça marche très mal, on va dire comme cela, avec le pénal. Donc il faut choisir des procédures civiles. Dans la procédure civile, c'est peut-être moins spectaculaire que de dire j'ai déposé plainte, mais la procédure civile, c'est vous qui la conduisez, c'est vous qui l'organisez, et c'est vous qui donnez les thèmes que vous voulez que le tribunal tranche. Et si vous êtes dans une logique de construire vos droits, donc construisez vos droits à partir de votre argumentaire et soumettez-les au juge. Alors que si vous déposez plainte, vous restez dans une posture qui souvent va être de petit, qui est de dire je me suis fait casser la gueule, je demande au procureur de faire la justice pour moi. Non, on fait la justice nous-mêmes avec le civil, et voilà, le pénal, dans quelques cas, mais ce réflexe de dire on va au pénal, ça ne crée que des complications, il faut mieux passer par le civil. Sur les procédures, point suivant, quand vous engagez un procès, il faut bien réfléchir à l'avance,
Et notamment, c'est pour ça qu'il faut mieux passer par une association bien carrée aussi, c'est que si c'est perdu, il faut faire appel. Et après appel cassation, et après cassation, comité des droits de l'homme ou Cour européenne des droits de l'homme, parce que quand on fait le procès, on perd, on se décourage, et après on a une jurisprudence qui est négative. C'est le problème des sorties scolaires pour les mamans musulmanes, où il y a eu un jugement, donc c'est une femme seule qui fait une procédure dans le tribunal de Montreuil, le tribunal de Montreuil lui donne tort, elle est écœurée, elle laisse tomber, et maintenant tous les jours on vous sort le jugement qui est devenu définitif parce qu'on n'a pas fait appel. Donc il y a une association, le CRI il est là, on s'organise, on voit si c'est le bon truc, tac tac tac, on monte, et puis ensuite on prend son temps, on fait les recours. Ensuite, sur les médias, donc vous n'avez pas d'accès aux médias importants, il faut toujours par contre qu'il y ait, celui qui cherche puisse trouver la bonne information sur un petit média réseau, en quelque sorte. Donc même si vous n'avez pas la grande presse, même si vous n'avez pas l'AFP, il faut que celui qui cherche puisse trouver un site où il y a un petit communiqué qui explique exactement ce qui s'est fait, et ça permet ensuite de diffuser, c'est extrêmement, extrêmement important. L'avocat, il y a des avocats de partout en France qui peuvent faire ce genre de procédure, mais ayez des règles claires avec les avocats. Vous leur demandez, avant de faire le procès, une consultation et un devis, comme vous le faites pour tout. Et si l'avocat vous dit qu'il ne fait pas la consultation, changez. Voilà. Dans nos règles professionnelles, on ne doit pas dire « ouais, t'es mon ami, je te fais le truc, et c'est bon, quand c'est urgent, en 48 heures, c'est différent. » Mais autrement, t'es mon ami, on se tape dans la main. Donc, je décris ce que je vais faire, vous voyez si ça vous correspond ou non, et c'est vous qui validez les actes. Voilà, c'est des rapports tels que cela qu'il faut avoir. Ensuite, il y a la question du financement. Il y a un petit projet avec Abdelaziz dont il va pouvoir parler. Il faut, à mon avis, créer un fonds de financement. Ça sera en gros quelque sorte une banque à procès, c'est-à-dire que les procès, il faut les financer, mais quand on les gagne, ensuite ils ramènent des sous. Voilà. Donc en fait, il faut qu'il y ait une espèce de fonds qui puisse avancer de l'argent pour que l'avocat travaille avec toujours un tarif sympathique, c'est évident, mais vu les argumentaires qu'on en face, il faut quand même beaucoup s'investir, et à la fin du procès, c'est gagnant, on fait des dommages et intérêts, on obtient quelques sous, et on les reverse à la caisse, donc il y a une espèce de fonds à créer, et puis qui permettra ensuite d'avancer. Voilà, je vous remercie de votre attention.